Linda Lapointe, bonjour. Bonjour, Bienvenue à Mémoire. merci beaucoup de l'invitation. J'apprécie énormément d'avoir pensé à moi. Merci. Madame Lapointe, vous provenez d'une famille d'affaires et vous avez littéralement grandi dans un commerce. Effectivement, je veux dire, j'étais petite fille lorsque mon père, mais ma mère aussi, indirectement, ont acheté une épicerie à Sainte-Thérèse-Ouest, qui est Boisbriand. Alors, oui, j'ai été élevée là-dedans parce que lorsque c'était le temps de placer la marchandise, les mardis soirs, lorsque la grosse commande est arrivée, c'était pas un choix. Viens-tu ou reste à la maison? Non, non, on partait puis on s'en allait là. Ma mère enseignante, il y avait des journées pédagogiques, alors on était invités, invités à aller passer notre journée avec mon père dans l'épicerie, Oui. en travailler un peu. Mais ça ne fait pas mourir, là. Je veux dire, on s'amusait en même temps. Donc, vous avez passé votre vie de famille un petit peu dans ce commerce-là. Oui, mais, Mhm. mais c'est le fun. Il y avait les clients, t'apprends, oui, puis voir les gens travailler. Qu'est-ce que vous avez appris? Le contact avec les gens, je dirais. Parce que c'est sûr, quand j'étais plus jeune, ça m'effrayait un peu. J'étais réservée de voir rentrer. Puis là, je voyais mon père qui parlait à tous les gens qui rentraient dans le commerce, puis qui les accueillait de façon sympathique. Puis, ben, les gens, ils aiment ça, se faire recevoir avec un sourire puis un bienvenu. Alors, je dirais que j'ai appris que les gens, ils sont contents qu'on les accueille comme il faut, puis il faut passer par-dessus ça, malgré notre réserve qu'on peut avoir plus jeune. Mhm. Est-ce que votre famille était politisée? Euh, Pas mon père. Mon père, oui, ils ont toujours voté. Mhm. Ma grand-mère paternelle, elle s'est targuée qu'elle avait toujours pu, elle a toujours voté dès qu'elle a eu le droit de voter, alors que j'ai pas connu ma grand-mère maternelle parce que elle est décédée jeune. Mais ma mère, du côté de ma mère, c'était des gens politisés. Ça vient du côté de ma mère. Ils viennent de Lambton, d'Israélie, dans ce coin-là. Oui, Son père était maire de Lambton. C'était vraiment dans là, l'Estrie. dans l'Estrie. Alors, puis c'est très politisé. Les discussions politiques dans les soupers de famille du côté de ma mère, ça avait des arguments. Mhm. C'est intéressant. Donc, ça vous a un petit peu sensibilisé. Oui, puis d'avoir autant ma mère que du côté de ma grand-mère paternelle là, qui disait qu'il faut voter, j'ai toujours voté. Puis lorsque mes enfants étaient jeunes, des fois, je manquais un peu de temps pour être à l'affût ou connaître toute l'actualité. Ma mère, elle a toujours aimé l'actualité. Ma mère, Mhm. elle écoutait toutes les émissions qui étaient d'actualité, l'actualité politique. Alors, Mhm. quand c'était le temps que j'étais un peu en manque de temps, je disais, maman, j'ai pas eu le temps d'écouter les débats. Alors, elle les avait toutes écoutées. Elle ne disait pas pour qui voter. Elle me disait, voici, tel parti offre ça, l'autre parti offre ça. Puis elle disait, ben voilà, puis fais ton choix. Mais j'ai toujours voté. Mais ça vient du côté de ma mère. Vous vous êtes intéressé ensuite au domaine des sciences. Vous êtes allé étudier en sciences. Pourquoi ce choix? En fait, j'étais pas certaine dans quoi aller quand c'était le temps de choisir au cégep. Et mon frère, qui lui s'enlignait pour être en médecine, il avait choisi sciences de la santé. Fait que en attendant de savoir qu'est-ce que je voulais faire, je m'étais dit, je vais m'ouvrir le plus de portes possible. Puis sciences de la santé, à tout le moins, j'ai appris certaines bases de sciences. Vous avez pourtant décidé de poursuivre la carrière commerciale de votre père, en quelque sorte. Racontez-nous comment ça s'est passé. Bon, mon père avait une petite épicerie à Boisbriand et à ce moment-là, Provigo regardait pour ouvrir dans ce temps-là, on appelait ça un gros Provigo, là, un gros supermarché. Maintenant, dans ce temps-là, c'était 16 000 pieds carrés. Maintenant, on parle de minimum 45 000 pieds carrés de superficie, quand c'est pas 60 000 pieds carrés maintenant. Mais à ce moment-là, mon père, et ça lui tentait, mais il souhaitait avoir un de ses deux enfants qui aille avec lui. Mon frère n'était pas intéressé. Mon frère, Mmh. c'est la médecine qui l'a motivé dès son plus jeune âge. Et je me souviens, à ce moment-là, j'étais vraiment pas décidée ce que je voulais faire. Et ma mère, elle m'avait offert d'aller faire un test d'orientation avec un psychologue en orientation. J'ai fait un test et puis c'était clair que j'avais, on va dire, les qualités d'être dans des situations de leadership. Ça ressortait. Et ce côté-là était là chez moi. Puis, bon, tant qu'à choisir une carrière, bon, j'ai décidé d'aller faire mon entrée au HEC. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de cours directement pour l'alimentation. Maintenant, il y a des cours de directeur au niveau des supermarchés, dans l'alimentation, mais j'avais trouvé ça pour
me donner un cours d'administration, je dirais ressources humaines, quand tu gères des gens. C'est là qu'il faut que tu ailles chercher le plus d'informations. Et vous aperceviez que vous aviez besoin de cette formation pour Heu, exercer le métier que vous alliez faire? je dis pas que c'était nécessaire à faire le métier parce qu'idéalement, il faut que tu connaisses tous les aspects du métier, tous les différents départements, Mmh. comment ça se gère. Est-ce que ça oui, ça va aider au niveau des ressources humaines énormément et aussi, il faut que tu comprennes c'est quoi un bilan, les actifs, les passifs. Il faut que tu sois capable de comprendre ce bout-là. Un supermarché, c'est quand même une business de scène. Je veux dire, si tu réussis à faire de l'argent, les marges sont très minces. Il faut vraiment que tu gères très serré tous tes postes de bilan. Donc finalement, vous êtes lancé en affaires avec votre Oui, père, on pourrait dire ça. mais j'ai toujours travaillé avec mon père jusqu'à temps que je me lance officiellement à temps plein. Je veux Mmh. dire, quand c'était les études durant l'école, je veux dire le secondaire, comme Mmh. c'était pas un choix, là, Mmh. comme tu passais, tu allais travailler, là. C'était votre vie. Puis à un moment donné, ben, j'ai eu le droit d'avoir un salaire. Yeah. En 2002, vous êtes devenu membre du conseil d'administration de l'Association des détaillants en alimentation du Québec. Puis vous êtes devenue trésorière. Que représente cette organisation et qu'est-ce qui vous a convaincu de vous y impliquer? C'est, on avance à un moment donné, puis on se rend compte, dans notre secteur moi, j'étais dans l'alimentation, mais peu importe le secteur, il y a toujours des associations qui représentent les intérêts d'un certain groupe et c'est sûr que s'il y a une loi fédérale ou provinciale qui vient qu'à être changée, ne serait-ce que la loi des normes du travail, elle va avoir un impact. La loi des heures d'affaires, elle a été changée en 2006. Puis c'était un gros dossier. Alors, je me suis impliquée parce qu'il y a des marchands qui m'ont dit: «Ben Linda, peut-être que tu aimerais ça t'impliquer». Effectivement, c'est que tu apprends, les consignes sur les contenants recyclables, ne serait-ce aussi mais les lois de l'environnement, mais toute loi va avoir un impact sur ton secteur Mmh. d'entreprise. Mmh. Alors, c'était un peu ça, puis ça m'a amené à comprendre autre chose. Je me suis impliquée, puis à un moment donné, ils ont demandé: «Ben Linda, t'aimerais-tu ça être trésorière pour» ben, bon, oui, pourquoi pas? Et est-ce que vous diriez que ça a été un de vos premiers contacts, peut-être, avec la politique? Oui, mais avec la politique, oui, parce que là, tu te rends compte qu'il faut faire de la représentation d'intérêt auprès des élus Oui. pour les sensibiliser à l'impact d'un changement de loi dans ton secteur d'entreprise. Si on retourne en 1990, ça l'a pas marqué bien des gens, mais on a commencé à ouvrir les dimanches avec 4 employés. Quand tu es dans le secteur, moi, ça a changé ma vie, là. Avant ça, on était ouvert 6 jours semaine et là, on devenait qu'on avait une opération de supermarché sur 7 jours. Mmh. Ça change beaucoup de choses. Ça avait fait quelque chose de gros au Québec, ça, en 1990, le 4 employés ouvert le dimanche. Évidemment, ça a évolué. Puis, ils ont reparlé des heures d'affaires en 2006 et c'est là que j'étais encore à l'association, qu'on m'a demandé d'être leur porte-parole pour le changement des heures d'affaires qui était le samedi et dimanche. À ce moment-là, on était rendu que le dimanche, on pouvait avoir on était encore à 4 employés, mais là, c'était de changer jusqu'à 8 heures pour avoir une offre dans ton supermarché, de répondre aux clients d'une bonne façon. Heu, 4 employés là, dans un supermarché de 16 000 pieds carrés, là, c'est invivable. Les employés qui étaient avec moi, c'était vraiment pas drôle. Je me souviens d'un 2 janvier, là, de l'entrée du magasin jusqu'à l'arrière du magasin, il y avait de la slotch partout. C'est dangereux, mais c'était des choses comme ça qu'il fallait si on décide d'ouvrir, ben, donner les outils pour qu'on ait une Mmh. offre correcte, Mmh. une bonne offre. Mmh. Mais finalement, c'est pas tout de suite la politique provinciale qui va venir vous chercher, c'est plutôt le municipal. Oui. Racontez-nous comment ça s'est passé? Le municipal, je venais de rénover mon magasin. On avait fait un bon investissement en 2004 et mon magasin était comme au bout d'un T. La route, c'était comme un T perpendiculaire. Ils ont fermé 2 axes du T pour refaire la fonte. Je venais de finir la rénovation. C'était à partir du 1er août jusqu'au 30 novembre que pour se rendre dans mon magasin, la route était fermée. C'est épouvantable, là. Je veux dire, changer l'achalandage d'un supermarché, ça prend 4 semaines chez un consommateur. Ça a été fermé août, septembre, octobre, novembre. Mes ventes avaient coupé de moitié. Je venais d'investir
les ventes n'étaient pas là. C'était à l'intérieur, Bouleversant. c'est bouleversant, c'est difficile, là. Bon, là, je me suis dit, plutôt que d'être renfrognée, de mauvaise humeur contre les élus qui ont fait cette décision-là, je comprends qu'un fond de rue, une rue doit être faite, mais que le 2 tiers des routes qui mènent à mon magasin soient faites en même temps, j'étais très choquée. Alors, je me suis dit, je vais m'impliquer plutôt que de... Je vais y aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe, pourquoi qu'on peut prendre des décisions comme ça, puis que des commerçants soient mis en péril. Heureusement, je n'ai pas commencé, mais je veux Oui, dire, vous pouvez imaginer, quand je vous ai parlé un peu plus tôt oui, que c'est une business de scène, ben, oui. j'en ai perdu de l'argent dans ce Mhm, temps-là. Ben, mhm. j'en ai perdu dans le sens que c'était pas profitable. Oui, oui, Je ne demande pas que ça soit profitable, mais au moins que je fasse mes frais. oui. Donc, vous êtes allé au palier municipal. Oui, je me suis dit, je vais m'impliquer. On va aller voir. Et comment ça s'est passé? Vous avez été en campagne, vous avez été élu? Non, il n'a pas été élu. C'est Est-ce comme ça la vie, on apprend. et est-ce que vous avez songé à vous représenter? Ça, c'était en 2005 et en 2006, j'étais en renégociation avec le contrat avec Provigo et c'était mieux pour moi de vendre à ce moment-là, dépendant des contrats, parce que c'est une entente d'affaires. Puis en 2006, à la fin de 2006, c'est là qu'il y a eu les heures d'affaires. Puis c'est un peu ça qui m'a comme placée en politique provinciale. C'est ça qui m'a emmenée en politique provinciale. Mon implication à l'Association des détaillants en alimentation m'a comme placée pour aller en politique provinciale, qui était aux élections de 2007. Ça a été déclenché février 2007. Donc la conjoncture était bonne. Oui, les astres se sont alignés. Oui, puis vous aviez envie d'aller en politique provinciale? En fait, je n'étais pas certaine, mais on dirait qu'il y a plusieurs personnes en même temps qui se sont mises à me travailler en même temps. C'est-à-dire Ah, mon Dieu! C'est tous ceux que je m'étais présentée au municipale? municipal qui ont dit: «Linda, tu devrais te présenter au provincial, les élections s'en viennent». Puis je n'étais pas certaine, je n'étais pas sûre et puis, mais ils se sont vraiment mis ensemble pour me convaincre d'y aller. Et est-ce que vous aviez un parti dans la mire? Moi, je suis une personne, je pense vraiment, je suis une personne libérale. Je veux dire, ça a toujours les idées progressistes, la justice, ces idées-là, ça va me chercher. Et donc vous avez choisi un parti? En fait, c'est pas comme ça que c'est arrivé. Le Parti libéral, dans le temps, la circonscription de Groux, c'était Pierre Descoteaux qui représentait le Parti libéral du Québec. Puis, ben, il avait gagné ses élections en 2003. Alors, il demeurait candidat pour 2007. Mais c'est des gens, c'est un peu, je me suis rendu compte, en m'impliquant au niveau municipal, les gens qui aiment ça faire de la politique connaissent toujours quelqu'un Mmh. au provincial puis au fédéral. Ah oui. Souvent, les gens, ils vont aider à un des niveaux. Après ça, ils vont aller à l'autre niveau. Mais, je veux dire, puis c'est sûr qu'ils vont avoir un palier qu'ils préfèrent à un autre, mais c'est vraiment ces gens-là qui se sont... à un moment donné, ils m'ont dit: «Linda, il faudrait que tu rencontres Mario Dumont». Puis là, il m'avait travaillé au quart de tour pendant un dîner. J'ai dit: «OK, je vais le rencontrer, puis on verra». Ben, le soir, j'avais un rendez-vous. Mmh. Fait que, fait que le soir, j'ai rencontré Mario Dumont avec Sébastien Proulx, les deux ensemble, et on a connecté ensemble. Et justement, pourquoi vous avez connecté? Qu'est-ce qui vous a charmé dans leur façon de vous présenter les choses? C'était probablement aussi la plateforme à ce moment-là, où ce qui s'enlignait, le genre de personnalité, parce que lorsque tu te présentes pour un chef, tu t'en vas te battre pour lui, là. Tu Mmh. vas faire du porte-à-porte, tu vas faire des événements, puis tu vas défendre les idées, tu vas défendre le chef. Alors oui, on avait bien connecté ensemble. Et dans votre entourage de gens d'affaires et de vos collègues, comment est-ce qu'ils ont pris cette Ils m'ont aidé. décision? Mais oui, puis c'est drôle parce que ça a commencé doucement, la campagne de 2007, puis rapidement, ça l'a monté. Mmh. Puis on peut le sentir à un moment donné, les gens, la façon quand on les aborde, on va les rencontrer, on va sentir s'ils sont en accord ou non. Vous avez été, présenté par, Mario Dumont comme, faisant partie du trio économique, avec, Gilles Taillon et André Ridel. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette marque d'appréciation de votre chef?
Si on retourne à ce moment-là, quand il l'avait dit, j'étais tellement occupée par ma campagne électorale que je crois que j'étais même pas au courant. C'est juste après qu'on me l'avait dit. Mais Oui. j'ai travaillé étroitement avec Gilles Taillon Mmh. après. Mmh. Après avoir été élu, on m'avait nommé critique du développement économique ainsi que de la région de Montréal. Mais probablement que ça venait de mon implication au niveau de l'Association des détaillants en alimentation, puis aussi mon profil que j'avais fait, les HEC à l'Université de Montréal. Mmh. Mais est-ce que vous sentiez, cette responsabilité, comme étant, comment dire? Est-ce que c'est un défi ou est-ce que c'est quelque chose qui était naturel pour vous étant donné justement votre profil professionnel? Un défi, oui, mais je veux dire, à ce moment-là, c'est pas à ça que je pensais. Quand Mmh. ça l'a sorti, moi, c'était: «Il faut que je gagne mes élections. Après ça, on verra où est-ce que ça va mener, tout ça». Bien, c'était Mmh. intéressant, c'est une marque de confiance. Finalement, vous êtes élue, bien sûr, et vous siégez à titre de vice-présidente de la Commission sur les finances publiques. Ça, c'est aussi une grande responsabilité. Qu'est-ce que ça vous a fait? Franchement, là, j'étais vraiment fière. Lorsqu'Henri-Paul Rousseau qui a été demandé d'être à la Commission des finances publiques. C'est une journée que je présidais parce qu'Alain Paquette, qui était le président, cette journée-là, lui voulait poser des questions à Henri-Paul Rousseau. Henri-Paul Rousseau, il faut se souvenir que c'est les papiers commerciaux, ce qui Mmh. s'est passé en 2007-2008. Là. Ça avait été une histoire très grosse. Puis c'est moi qui présidais. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, quand même, on me demande quelque chose aujourd'hui, mais il y a le personnel de l'Assemblée nationale, c'est des professionnels et je me souviens d'avoir la greffière avec moi qui m'aidait beaucoup, elle était à côté de moi, puis là, elle m'expliquait toutes les choses qui s'en venaient, comment faire, puis j'étais très bien supportée par le personnel de l'Assemblée nationale que je remercie. Mmh. Ils sont toujours là, des professionnels. Non, j'étais bien secondée, mais je trouvais que j'étais fière, j'étais contente. Est-ce que vous avez été surprise de gagner l'élection? Heu c'est sûr que j'avais pas vraiment beaucoup d'expérience, mais l'accueil des gens quand on approchait de la fin des élections, tu peux le sentir. Maintenant, avec un recul que j'ai plus d'expérience, on va dire ça de même, oui, tu le sens. Tu le sens quand ça monte. Comme, lorsqu'il y a des débats politiques, lorsqu'on arrive au vote par anticipation, on disait le jello commence à prendre. Bien Mmh. là, ça devient comme les idées se cristallisent et tu peux vraiment le sentir si ça va dans le bon sens ou c'est difficile. Et comment vous avez vécu ça de l'intérieur avec votre famille, avec vos proches? Si on retourne en 2007, mes enfants étaient jeunes, alors eux, ne le sentaient plus ou moins, ils étaient quand même plus jeunes. Heu, Ma mère était fière quand j'avais gagné. J'imagine. Je me souviens de ma première question, les jambes me claquaient, là, Mmh. pardon, les jambes me claquaient quand j'étais debout et ma première question, c'était sur l'offre hostile de Rio Tinto qu'ils ont faite sur Alcan. C'était ma première question. Aïe, aïe, aïe! C'était comme je me souviens que ça m'avait rendue très nerveuse. Mmh. Vous étiez dans l'opposition et vous avez eu à répondre à des questions justement d'ordre économique puisque vous étiez, responsable, enfin porte-parole en développement économique. Est-ce que votre passé d'entrepreneur justement vous a donné la confiance? Oui, si on parle dans la période de questions, je me souviens, je pose une question à Jean-Marc Fournier, puis la réponse qu'il avait faite, ça m'avait tellement choquée, fâchée. Puis là, j'avais répondu: «On voit bien qu'il a jamais été en affaires», parce que lorsqu'une personne est en affaires, tu as mis tout ce que tu avais dans ton entreprise. Je veux dire, tu es au bat, là. Je veux dire, si tu perds Mmh. de l'argent, tu t'as mis tout ce que tu as dedans. Puis Mmh. il était revenu me voir après. Je m'excuse, Linda, je voulais pas t'offenser, mais j'ai dit la réponse que vous m'avez fait, c'était tous ceux qui ont des PME, c'était un peu désinvolte, votre réponse. Puis il s'est excusé. Puis ce soir-là, on avait eu un débat d'urgence justement sur cette question-là. Mais être dans l'opposition, je me souviens quand on est dans l'étude des crédits, c'est l'opposition qui va poser des questions au gouvernement sur les études de crédit. Et moi, je m'étais retrouvée en développement économique à étudier les sociétés d'État. C'était dans mon dossier. Et je me souviens d'avoir beaucoup étudié l'Auto-Québec et la SAQ. Et je les comparais avec d'autres sociétés d'État. Alors, quand j'arrivais avec mes questions, j'avais étudié. Il faut que tu étudies ton dossier avant d'arriver et d'essayer de comprendre est-ce qu'on peut faire mieux? Parce que les sociétés d'État, c'est bon,
Mais je veux dire, est-ce qu'on peut les rendre plus efficaces? Est-ce qu'on peut s'assurer que ça soit géré le mieux possible? Est-ce que le consommateur québécois a les meilleurs prix? Est-ce qu'il y a les meilleurs... OK, il y avait toutes ces questions-là. Et à un moment donné, on parle de la SAQ. On n'avait pas le droit de vendre dans ce temps-là à la SAQ des vins québécois, ce qui était, à mon sens, non acceptable. Je veux dire, maintenant, on produit des très bons vins au Québec. Alors, mais tout étudier ça, là, mais il faut que tu arrives préparé. Mais Oui, pour avoir une question en chambre, il faut que tu sois encore préparé. oui. Et comment avez-vous trouvé la dynamique, justement, parlementaire? Ah, ben là, mais je me souviens, c'était Michel Bissonnette qui était le président à ce moment-là, puis il m'avait dit, tu sais, Linda, il dit, dans le Salon Bleu, là, c'est du théâtre. Oui. Là, parce que lorsqu'on va arriver aux nouvelles le soir, il va y avoir probablement juste une question qui va être reprise aux nouvelles. Et c'est un segment. Alors, c'est la question qui aura frappé l'imaginaire le plus qui va être reprise. Mais il y a beaucoup plus que ça. Je veux dire, c'est la façon de faire avancer les dossiers. Et quand tu es dans l'opposition, par rapport au gouvernement, c'est poser des questions pour justement que le gouvernement soit redevable à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui était le plus impressionnant quand vous êtes arrivé? Euh, Moi, je me souviens, ma pensée, c'était toutes les personnes notables ou les gens avec beaucoup d'expérience qui étaient passés là avant moi. Je me sentais privilégiée d'avoir été choisie par mes citoyens, de les représenter, considérant tous ceux qui avaient passé là avant moi. Hmm. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier discours? Oh mon Dieu, oui. Oui. Racontez-nous. Euh, ben, c'est de ses coutumes de faire ton premier discours. Évidemment, tu remercies les gens qui ont voté pour toi, ta famille, tes bénévoles. Puis là, je me souviens, là, l'émotion montait. Puis c'était Fatima Ouda-Pépin, qui était vice-présidente de la Chambre, qui était là. Puis là, elle m'avait regardée en voulant « calme-toi ». Ben, pas « calme-toi », c'était pas ça, c'était apaisant, la façon qu'elle m'a regardée pour... Est-ce que vous la connaissiez personnellement? Non, ben non, mais je veux dire, en étant vice-présidente Mhm, de mhm, la Chambre, c'est qu'à un moment donné, tu apprends à la connaître mhm. comme ça. Mais c'était ton premier discours. Alors, je cède la parole maintenant à Madame la députée de Gros. Merci, Madame la Présidente. D'entrée de jeu, je tiens à vous féliciter pour votre élection à la présidence. J'éprouve aujourd'hui une très grande fierté en occupant un siège au sein de cette Assemblée. Cette place, je la dois à tous les électeurs de mon comté qui ont su traduire leurs attentes par un vote en ma faveur. À chacun d'entre eux, je leur dis merci. C'est vraiment quelque chose comme les gens m'ont choisi. Quel privilège, quel honneur. J'étais sincère quand je les remerciais. Oui, tu as tes citoyens, tu as tes bénévoles, ta famille qui sont obligés de t'endosser. C'est pas un choix, c'est comme « Oh non, quelle idée qu'elle a encore! » Mhm. Est-ce qu'on peut trouver des points communs, bien sûr avec certaines limites, mais des points communs entre l'entreprise et la politique? C'est oui, moi je dirais que c'est les ressources humaines, être avec les gens. Parce que moi j'avais un Provigo, on avait un Provigo, c'était à l'intérieur d'une grande entreprise qui était Provigo la maison mère. Je dirais qu'à l'intérieur d'un parti, j'ai fait le lien, c'était ton unité qui est ta circonscription à l'intérieur de ton gros parti. Comment faire avancer les idées ou ta propre entreprise à l'intérieur du plus gros. C'était mon lien que j'avais fait. Tu gères ta micro, tu décides pas tout, mais tu gères ton coin, mais à l'intérieur de la grande entité. Et où sont les principales différences? Ben, de la politique, ça œuvre sur tous les aspects de la vie des gens. Que tu aimes ou pas la politique, c'est ça qui va gérer notre vie dans le sens, les règles, nos lois, la démocratie, ces choses-là. En affaires, ben, tu vas être dans ton cadre législatif qui te Concerne. concerne toi. Mais qu'est-ce que vous avez dû apprendre que vous ne saviez pas quand vous êtes rentré à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que tu... on est minuté tout le temps. Ah, Puis, oublie pas que tout ce que tu dis en chambre, il est enregistré puis il va te suivre tout le temps. Et ça, il faut que tu l'apprennes tout de suite dès que tu commences. Alors, assure-toi de ce que tu dis, tu t'es informé puis tu l'as étudié, que tu sais de quoi tu parles, ton dossier. mhm. Vous êtes nommée whip adjointe de l'opposition officielle. Qu'est-ce que ce rôle représentait pour vous? Puis qu'est-ce que vous avez aimé dans ce mandat?
c'est un privilège encore d'avoir été nommée whip adjointe, c'est d'être en charge de ton équipe. C'est comme en charge des ressources humaines. Dans ce temps-là, c'était François Bonnardel qui était notre whip. Puis on travaille en équipe en tant que whip et whip adjointe. Mais c'est d'être en charge de ton équipe et s'assurer que tous tes gens sont au bon endroit, au bon moment, que la cohésion est bonne, que tout le monde va bien. Je veux dire, si quelqu'un a des problèmes dans sa vie personnelle, dans n'importe quel, que tu sois en affaires, que tu sois dans ton travail, que tu sois député, ça va affecter ton travail. Donc, c'est un peu ça qu'il faut être autour d'eux. Ensuite arrive l'élection de 2008. Vous ne serez pas élu. Évidemment, l'ADQ subit vraiment une baisse importante de députés élus, passe de 41 à 7, et le Parti libéral forme un gouvernement majoritaire. Comment vous avez reçu cette défaite? Oh, j'étais déçue. Oh, que j'étais déçue parce que, après avoir vendu mon entreprise, je dirais que je m'étais retrouvée dans ce rôle-là et je m'y voyais bien, je m'y sentais bien. J'aimais ça. Parce qu'il y a autant le rôle parlementaire, c'est intéressant le rôle parlementaire, mais le rôle à l'intérieur de ta circonscription, de rencontrer les gens, de comprendre leurs enjeux, j'aimais les deux côtés de ce travail-là, puis j'avais une équipe qui m'aidait. Alors, j'ai été déçue, mais dans la vie, c'est pas toujours comme on veut. Mais- Alors, Ouais. j'ai dû accepter, hein. Et qu'est-ce que vous envisagiez à ce moment-là? Je dirais que j'étais quelques mois avant de l'accepter. Et après, on m'a présenté: Hey, Linda, tu pourrais être impliquée au niveau du regroupement des gens d'affaires de Boisbriand. Tu vas continuer à faire avancer le milieu des affaires dans ton coin, puis tu vas t'impliquer. Puis c'est venu comme ça. Puis j'ai été quand même présidente du regroupement des gens d'affaires pendant 6 ans. Puis on a fait beaucoup d'activités, de réseautage, mais aussi du maillage d'entreprise. Vous avez dit aussi, en revenant sur votre expérience à l'Assemblée nationale, que vous aviez l'impression d'avoir fait et vécu l'équivalent de 4 diplômes universitaires en 20 mois. Ça m'a vraiment marqué. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement? C'est un apprentissage rapide et beaucoup de choses en même temps parce que en commission parlementaire ou lorsque les gens viennent te rencontrer pour parler spécifiquement de leur milieu, c'est que tu apprends tout le temps, rapidement. Les gens vont tu as les meilleurs experts qui vont venir te parler de différents enjeux. Alors, c'est à toi d'accepter puis d'apprendre. C'était dans ce sens-là, c'est l'apprentissage énorme. Certains médias ont tout de même critiqué un petit peu le manque d'expérience des nouveaux députés, des nouveaux députés de l'ADQ. Comment vous preniez ces critiques-là? Les médias font leur travail. Ouais. Ils font leur travail, mais je veux dire, l'équipe de l'ADQ était quand même très variée, mais tout le monde amenait leur expérience avec eux. Là, mais je crois qu'à toutes les élections, il va y avoir des gens qui vont avoir plus ou moins d'expérience dans la vie, puis c'est correct. Il faut représenter, selon moi, tous les bassins de population, parce qu'être au Parlement, c'est des échanges d'idées et de points de vue. Alors, moi, je trouve ça valable et intéressant d'avoir des gens de tout horizon. Et même parfois des gens qui n'ont pas vraiment d'expérience politique, mais qui peuvent apporter une contribution différente, j'imagine. Oui, mais chacun a sa vie, qui a appris des choses et qui va pouvoir emmener en discussion ou quand tu vas poser une question, ce que tu as vécu, ça va t'aider justement à poser une question ou avoir une façon de voir les choses que peut-être qu'une autre personne n'a pas eue. Est-ce que quand vous êtes rentré dans le regroupement dont vous parliez, mais est-ce que vous aviez en tête éventuellement de vous représenter? Oui, c'est sûr. J'avais aimé ça, moi, faire de la politique. Alors, je me disais, si j'ai une chance, j'aimerais ça encore. Alors, on arrive à l'élection de 2012. Vous allez finalement devenir candidate libérale, comme certains d'ailleurs de vos anciens collègues adéquistes. Comment s'est passée l'intégration avec le parti? Très bien. Je dirais qu'ils nous ont très bien encadrés, très bien supportés. J'étais bien dans cette décision-là. Après 9 ans au pouvoir, le gouvernement de Jean Charest est aux prises avec une forte opposition durant la campagne de 2012. La grève étudiante et la question des redevances des compagnies minières sont au cœur de l'actualité. Comment a été votre campagne, dans le gros, à ce moment-là? On avait le vent d'en face. C'était quand même plus difficile. Les gens, c'était pas... On va sentir que les gens, c'était... Il dit, toi, Linda, on t'aime beaucoup. Quand les gens te disent, toi, Linda, on t'aime beaucoup,
tu peux finir toi-même la phrase. Oui. Ça voulait dire que là, à ce moment-là, les gens n'étaient pas prêts à continuer avec Jean Charest. C'était qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais je veux dire, les gens, ils disaient, on apprécie que tu te présentes, on aime ça que tu sois là, mais on ne veut pas encourager ton chef. Vous n'avez jamais eu vraiment d'opposition dans toutes vos premières démarches en politique et vos premières élections. Donc là, c'était la première fois que vous viviez dans ce contexte-là. Oui. Il y avait aussi la commission Charbonneau qui commençait ou qui venait de commencer. Ça aussi, ça a créé un climat évidemment difficile. Comment vous avez vécu ça? C'était difficile, mais effectivement, je veux dire, tu fais le travail comme candidat que tu dois faire, c'est de rencontrer le plus de gens possible parce que, je veux dire, les valeurs libérales demeurent des valeurs démocratiques, la justice, je veux dire, ces choses-là, c'est important. Alors, mais je veux dire, les gens, à ce moment-là, c'était plus difficile. Est-ce que vous deviez passer beaucoup de temps à essayer de les convaincre finalement de ces valeurs-là? Je dirais que peu importe la campagne électorale que j'ai faite, j'ai toujours été très intense. C'est des très grandes journées, d'aller à la station de train le matin au départ, d'aller rencontrer les gens, de faire du porte-à-porte, d'aller dans les événements. Il faut s'investir, de mettre le plus de chances de ton côté. À tout le moins, quand tu vas arriver le soir des élections pour avoir les résultats, ben moi, je me disais, ben j'ai fait tout ce que je pouvais Oui. pour amener le plus de succès possible. Oui. Ma mère, elle disait toujours, Linda, quand tu as un examen, prépare-toi, étudie comme il faut, puis après, il va falloir que tu acceptes les résultats. Si je vous entends bien, vous étiez un petit peu, vous saviez que vous alliez perdre. Je pense que c'était pas si clair que ça. Mais bon, j'ai perdu. Ça amène une autre expérience de vie, on va dire ça. Finalement, vous allez faire le saut vers la politique fédérale. Alors, comment s'est passée votre réflexion? Bon, je viens de perdre en 2012. J'étais encore présidente du regroupement des gens d'affaires de Boisbriand. Là, je suis comme un peu, OK, c'est correct, là, tu as assez donné. Parce que comme une campagne électorale, c'est très exigeant. Si tu décides de t'embarquer, moi, je m'embarquais, je donnais tout ce que je pouvais, là, avec toutes mes équipes, de bénévoles et tout ça. Mais après, là, je dis, OK, c'est correct, là. Je m'étais comme, je suis pas sûre que je vais continuer. Mais à un moment donné, je vous avais expliqué que les gens en politique, municipale, provinciale, fédérale, c'est des gens qui se connaissent. Des vases communicants. Des vases communicants qui vont s'aider, dépendant si c'est une campagne provinciale, fédérale ou municipale. Alors là, il y a des gens que j'avais connus dans la campagne de 2012 qui m'avaient rencontré, puis qui voyaient bien que j'étais une personne qui était sérieuse et qui travaillait fort dans ses dossiers. Et eux, ils m'ont dit, Linda, tu devrais venir voir au Parti libéral du Canada. Puis moi, je me souviens, j'avais répondu, là, j'ai assez donné. Là, je suis comme... Ils ont dit, viens faire un tour. Viens donc, à tout le moins, rencontrer les gens qui sont dans l'organisation. Fait que je me suis fait tirer un petit peu. Là, j'ai dit, je vais aller faire un tour, ça ne m'engage à rien. Bon, j'ai rencontré les gens. Ça a commencé doucement. Puis ça, mettons, c'était en janvier, au début de l'hiver 2014. OK. Puis là, je suis comme, pas sûr. Puis là, ils continuent tous à me... Ah, non, tu devrais. Travailler. Puis ils continuent. Ben, tu devrais. Mais là, c'était des courses à l'investiture. Voilà. Pas parce que tu décides que tu te présentes, que tu vas avoir ta place. Je crois que c'est en juillet 2014 que là, je me suis décidée à dire, OK, je vais à tout le moins faire la course de l'investiture. Mais moi, quand je pars en me disant, je vais le faire, je vais mettre tous les efforts encore. Alors, ça, c'était quand même pas évident. Il fallait vendre des cartes de membre. Parce que tu m'encourages, tu vas acheter une carte de membre. Puis là, je leur disais, si tu veux m'acheter une carte de membre pour m'encourager, merci beaucoup, j'apprécie. Mais quand ça va être le temps, il faut que tu sois à la journée venir voter pour m'encourager. Parce que là, on est 1 an avant l'élection. Ah oui, comme 1 an et demi avant. Oui. Là, 1 an et demi avant. C'est quand même un processus qui était quand même très long. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant cette année-là? Donc, rencontrer les gens Oui. de la circonscription de Mille-Îles, puisque c'était Mille-Îles Oui. à ce moment-là. Rivière-des-Mille-Îles, c'est Deux-Montagnes, Saint-Eustache, Boisbriand, Rosemère. Moi, j'étais plus connue dans la MRC Thérèse de Blainville. L'autre côté de l'autoroute 13, parce que c'est l'autoroute 13 qui sépare les deux demi-MRC. Ils me connaissaient moins, malgré le fait que j'ai toujours été impliquée dans ma MRC Thérèse de Blainville. Et j'avais beaucoup plus de... Il fallait vraiment que je travaille très fort Saint-Eustache et Deux-Montagnes pour apprendre à connaître et qu'eux apprennent à me connaître. Mais il faut que tu vendes des cartes de membres. Puis à l'investiture, il faut que tu gagnes l'investiture. Alors, ce processus-là de avant de gagner l'investiture était quand même assez laborieuse. Puis à l'investiture, il faut que tu t'organises, que tu
en ayant vendu tes cartes de membre que tu gagnes. Puis après, un coup, je suis devenue la candidate officielle en février 2015. Oui. Alors là, j'étais la candidate officielle. Donc, là, je rencontrais les intervenants, le plus d'intervenants possible pour, comprendre leurs enjeux et qu'eux aussi apprennent à me connaître. Et quels étaient les enjeux, justement, les plus importants? Bon, si on prend deux montagnes, on parle du train de banlieue, la congestion routière. C'est sûr que le fédéral, au niveau de la congestion routière, c'est pas eu directement parce que c'est provincial. Par contre, les infrastructures, le transport collectif, c'est tout, le fédéral donne beaucoup pour ça. Mais comprendre leurs enjeux. Si on parle d'environnement, il y a quelque chose qui vient, il y a des normes environnementales qui viennent du fédéral. Alors, il faut tout comprendre ce bout-là, là, qu'est-ce qui va toucher les gens. Le fédéral est un peu plus loin. L'immigration, c'est fédéral. L'assurance-emploi. Bon, il fallait apprendre, comme beaucoup rencontrer les intervenants des affaires, les municipalités, parce que souvent, lorsque des infrastructures dans les municipalités, ça va être au niveau des 3 paliers gouvernementaux qui vont Oui. investir. Donc, c'était quoi les demandes? Là, on retourne en 2015. Puis, si on se souvient de 2017 et 2019, dans Deux-Montagnes et la rivière des Mille-Îles, il y a eu des inondations Oui. qui ont battu des records, pas des beaux records, là, mais c'est des inondations qui avaient été jamais vues là, dans Deux-Montagnes. Alors, à ce moment-là, c'était d'avoir une infrastructure, une digue, de mettre à niveau. Alors là, c'était les 3 paliers du gouvernement qui travaillaient. Mais là, Déjà, on est en 2015, on parle déjà d'infrastructure. Mais le futur nous a montré que ça en prenait vraiment. Et donc, vous avez fait principalement campagne sur quel thème? Bien, c'était la classe moyenne. S'assurer que tout le monde, si on est capable que tout le monde puisse participer à la hauteur de leur talent, je veux dire, l'économie va être meilleure. Donc, tout le monde a sa place dans le monde. Comment qu'on peut faire pour que les talents aient une bonne formation? Mais encore là, ça passe par le provincial. Mais que tout le monde puisse avoir leur place pour travailler puis avoir des revenus dans la classe moyenne. Puis il y a eu l'allocation canadienne pour enfants qui a été mise en place et ça a vraiment aidé beaucoup de familles. Beaucoup. Alors, vous avez fait campagne au niveau provincial et au niveau fédéral. Avec le recul, quelles sont les principales différences selon vous? Les enjeux. Les enjeux provinciaux sont plus proches des gens. On parle d'éducation, on va parler de la santé, les transports, développement économique, c'est plus proche des gens. Au fédéral, on va parler encore de développement économique. L'environnement, c'est sur les 2 niveaux, autant provincial que fédéral, mais l'occupation. Mais quand on parle du Canada, du pays au niveau fédéral, là, on va parler des frontières, de l'immigration, l'assurance chômage. C'est différent, c'est un petit peu plus loin des gens. C'est sûr que les lois cadres sont fédérales. L'accès à la santé pour tous, c'est une loi cadre fédérale qui est gérée par chaque province. Mais c'est un petit peu plus loin. Par contre, ce que tu vas décider au fédéral a un impact sur tout le monde. Je veux dire, quel alignement tu dis, si tu mettons l'allocation canadienne pour enfants, ça va toucher tous ceux qui ont des enfants et ça va les aider. Mais c'est un petit peu plus loin pour les gens, les enjeux. Finalement, vous êtes élu. C'est le fun. C'était une longue campagne. Incroyable. En 2015, les élections ont été déclenchées, il me semble, le 1er août, si ce n'est pas le 2 août. Puis les élections étaient le 19 octobre. C'était 78 jours. Ça n'a aucun sens, la longueur de tout ça. Mais j'y suis arrivée. Je ne suis pas la seule qui a fait cette élection-là. Je veux dire, tout le monde a des représentants dans les partis, puis tu fais ta campagne. Mais je me souviens, à la fête du travail cette année-là, je fais du porte-à-porte le vendredi de la fête du travail. Puis je suis à une porte, puis la personne me regarde, me dit « Quelle élection! » Là, les gens n'étaient pas encore dans les élections fédérales. Okay. Il a fallu arriver en septembre pour que les gens commencent à réaliser qu'il y avait des élections fédérales qui s'en venaient pour le mois d'octobre. Mais vous étiez déjà, vous travaillez là-dessus depuis 1 an et demi, là. Oui, je travaillais sur l'élection depuis que j'avais décidé en juillet 2014 de m'investir, premièrement à la course à l'investiture, devenir candidate officiellement. Et quand tu es candidate officiellement, bien là, tu peux commencer à rencontrer les intervenants de la région. Donc, l'élection arrive, vous êtes élu, et là, c'est un nouveau monde, c'est une nouvelle sorte de politique, finalement. Comment vous comparez l'expérience entre les deux, l'Assemblée nationale et la Chambre des communes?
étonnamment, j'essayais de comprendre les différences entre les deux. C'est sûr que tu représentes tes gens. À la base, tu Mhm. représentes les gens de ta région, mais le fonctionnement, quand tu arrives à la Chambre des communes, je me souviens, quand j'ai commencé à siéger, ici à Québec, tu as une période où ce que ça arrête durant la journée. Tu peux aller dîner, tu peux réfléchir, tu peux te préparer. Mais à Ottawa, ça commençait le matin et c'était un feu roulant jusqu'à 6h30. Puis là, moi, j'étais comme, ah voyons donc, est-ce qu'on mange ici? Tu sais, ça l'arrêtait pas. C'est Mhm. juste de comprendre le rythme, cette adaptation-là, les différents comités. Il y a quand même plus de 25 comités permanents. C'était comme les commissions parlementaires à Québec, dépendant sur lequel on te demande de siéger. Il faut que tu te prépares, il faut que tu apprennes, mais euh, c'est un travail sérieux. À la différence de Québec, ça demandait d'être à Ottawa 4 jours ou 5 jours semaine. J'étais capable, mais ça demande une organisation personnelle. Mhm. Et la dynamique dans à la Chambre des communes par rapport à l'Assemblée nationale, bon, toute la question de la langue, comment ça s'est passé? En fait, quand à Québec, tu as 125 députés dans le Salon Bleu, tu n'as pas besoin de porter d'oreillette parce que tu entends ce Ben que les oui. autres vont dire. Tu arrives à Ottawa, c'est 338 députés dans une grande salle. Euh, oui, à la traduction simultanée. Je lève mon chapeau pour les interprètes, là, c'est en simultané. Mais mettre ton oreillette, c'est aussi pour entendre ce que le collègue qui est allé au bout de la chambre qui dit, parce qu'il y a beaucoup de bruit dans la Oui. Chambre des communes. Et quand tu es en chambre, de soit que tu as une traduction en français, en anglais, ou tu vas écouter dans la langue que la personne a choisi de parler. Mhm. Donc, pas de traduction. Et à ce moment-là, quand évidemment vous avez fait campagne et vous parliez de votre chef, Justin Trudeau, quelle vision vous aviez de son leadership? Euh, c'est une personne qui a quand même été élevée en politique. Il y a beaucoup de choses qui se sont apprises. Si je fais un lien ou une comparaison avec moi qui a été élevée dans l'alimentation, Ouais. avec mon père qui m'emmenait au magasin même quand c'était pas un choix, je veux dire, il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre qui t'ont pas été enseignées juste parce que autour de toi, tu as Oui. regardé comment ça se passait. Mhm. Alors lui, il a baigné très jeune dans ce monde-là. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'il a appris. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup et qui a une très bonne mémoire. Mais je veux dire la même chose de Mario Dumont aussi, là, la même chose de Jean Charest. Là. C'est des gens qui ont une immense mémoire. Il y a de reconnaître les gens, du sujet qui t'ont parlé, de tes enjeux. Mais les 3 chefs, là, je veux dire que j'ai travaillé avec. À part les chefs dont vous venez de parler, est-ce qu'il y a des députés ou des collègues qui vous ont inspiré ou qui vous ont marqué, ou même d'autres élus qui vous ont servi de modèle, parmi les femmes, par Moi, exemple? je dirais que Monique Jérôme Forget, beaucoup. Elle m'a beaucoup inspiré, cette femme-là. Et Pauline Marois, je me souviens, au début des années 80, elle ne sait pas comment influencer, mais je l'ai rencontrée à l'Assemblée nationale. Mais de voir qu'elle était capable de gérer une famille et d'être Mhm. enceinte et d'avoir tout ça en même temps, pour moi, c'était un excellent modèle de pouvoir. Mais comme je vous dis, Monique Jérôme Forget, Pauline Marois, d'en réussir de s'impliquer et ses choix familiaux quand même. Et elles ont aussi fait beaucoup de choses pour le Québec, pour les Québécoises. Ah, absolument. Je veux dire, Mhm. Monique Jérôme Forget, la loi avait été votée pour que les conseils d'administration du gouvernement, ça soit tout à parité, Mhm. hommes-femmes, ce qui Mhm. est énorme. Mhm. Donc, vous devenez membre du comité permanent des langues officielles de 2016 à 2018 et du comité permanent de commerce international. Comment se sont déroulés ces mandats? Qu'est-ce que vous avez aimé et qu'est-ce que vous avez appris? C'est énorme ce qu'on apprend. Tantôt, je disais qu'à l'Assemblée nationale, on apprenait comme à l'université, à la Chambre des communes aussi. On m'a offert, c'est un privilège, le commerce international, ce comité-là, c'est tous les accords de libre-échange. Et à ce moment-là, en 2015, on est dans la négociation de l'accord de libre-échange avec l'Europe, avec l'accord transpacifique. Et à un moment donné, il y a eu le président Trump qui a été élu. Ça a tout changé au niveau les accords. Je veux dire, l'ALENA, il a demandé de revérifier l'ALENA. Et je me souviens très bien qu'on a travaillé très fort avec différents partenaires, qu'on allait rencontrer les représentants des États-Unis avec des chiffres pour leur dire, écoutez, là, vous, au Michigan, là, vous avez tant d'emplois à cause du Canada. Mais il y avait beaucoup de gens en arrière d'un ministère qui travaillaient pour dire, cet enjeu-là, ça amène tant d'emplois aux États-Unis. Il fallait sensibiliser les gouverneurs, il fallait sensibiliser tout le monde. Ça, c'était au commerce international. C'est très intéressant, la protection
je veux dire, je me souviens d'être à Washington et moi, je suis la seule représentante québécoise qui est là, puis je me souviens qu'il y a quelqu'un dans le groupe des Américains qui fait un commentaire sur la production, tout ce que l'art et culture, de protéger le français, puis que l'autre avait répondu une absurdité, puis L'autre. du côté des Américains, en OK. voulant dire qu'eux, protéger la culture québécoise et le vrai français, pour eux, c'était pas quelque chose de très important. Et je me souviens, j'avais quand même une traductrice avec moi, puis ordinairement, je parlais en anglais, mais là, ce fois-là, j'ai dit, écoute, là, ce coup-là, je vais vraiment parler en français pour qu'ils comprennent qu'on est 9 millions de francophones au Canada et qu'il faut protéger notre langue. Et là, j'avais dit qu'est-ce que j'étais pour dire, pour qu'elle sache dans Oui. quel coin. Et je me souviens d'avoir appelé Mélanie Joly après pour dire, écoute, là, ils comprennent pas là, qu'on parle français, nous autres, puis qu'on a une culture en arrière de ça. Je veux dire, eux, là, pour eux, ils sabraient là-dedans, là, puis... Mais on a réussi à avoir quand même, à force de faire des négociations, on a réussi à protéger notre fait français dans la culture, dans les accords de libre-échange de l'ALENA 2.0. Vos fonctions à la Chambre des communes vous ont sensibilisé, j'imagine, aussi à cette réalité. Au Ah! Québec, on le sait, mais quand on fait affaire avec d'autres anglophones, encore plus nombreux, des milieux anglophones, ça vous a Bien, sensibilisé? c'était intéressant d'avoir le commerce international parce que, j'apprenais beaucoup de choses au niveau international, mais je veux dire, le Comité des langues officielles, encore là, de mon groupe parlementaire, je suis la seule francophone du Québec. Les autres qui sont avec moi, c'est des francophones hors Québec. Mhm. Eux, ces collègues, m'ont énormément appris c'est quoi être en minorité linguistique et de vraiment continuellement travailler pour faire reconnaître le français et les droits. Je veux dire, c'est dans la Constitution que les deux langues sont égales. Mhm. Mais je veux dire, on se rend compte présentement qu'il faut vraiment travailler très fort pour faire reconnaître et s'assurer que nos droits sont respectés partout au Canada. Qu'est-ce que ça vous a appris le plus, ce mandat-là, justement, sur la question de la francophonie et les langues officielles? Qu'on est dans un... Bon, c'est une réalité comme Québécois. Je me souviens qu'un collègue qui me dit, toi, Linda, quand tu achètes une maison, que tu fais quelque chose de légal, c'est toujours dans ta langue. J'ai dit oui. Ben, il dit nous, non. Il dit à l'extérieur du Québec, c'est pas nécessairement garanti que tu vas avoir tous tes contrats légaux dans ta langue. Nous, on prend pour acquis. Moi, je n'avais pas besoin de parler en anglais dans mon coin de pays. C'est dans Deux-Montagnes, oui. Dans Rosemère, oui. Avec mes clients qui sont anglophones, oui. Mais principalement, moi, je parlais à 98 % français tout le temps et je n'avais pas à parler anglais. Mais à la Chambre des communes, je dois dire que ça a amélioré mon anglais parce que je fais... c'est correct. Je veux dire, à entendre, t'améliores ton anglais, c'est pas négatif, là. Mais je veux dire, le Québec, les francophones hors Québec, on baigne dans une Amérique qui est en anglais. Tout ce qui est sur les sites web, principalement, c'est en anglais. Alors, il faut vraiment travailler très fort pour faire respecter nos droits. Vous avez été aussi membre de plusieurs associations parlementaires et groupes interparlementaires, présidente du groupe interparlementaire Canada-Allemagne en avril 2018 et membre de l'exécutif aussi du groupe interparlementaire Canada-Israël. Comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce que vous avez découvert pendant ces mandats? En fait, l'Allemagne, elle m'inspire beaucoup parce que c'est quand même une société démocratique, que les gens ont un très beau niveau de vie. Et j'essaie d'apprendre comment ils faisaient, parce que c'est des entreprises. Et dans une localité, ils appellent ça une PME, mais c'est une grande entreprise. Et tout de suite, les jeunes sont encore au secondaire, que déjà, ils les orientent vers un endroit où est-ce qu'ils vont avoir un métier bon pour eux, qui vont leur convenir. Fait que, j'essaie de comprendre ça. Et on achète beaucoup de produits de l'Allemagne, des équipements dans l'imprimerie, dans tout ce qui est les structures d'acier, ça vient de l'Allemagne. Oui, on a les voitures qu'on peut voir, mais c'est toujours des produits de très haute qualité et on les achète. Et moi, j'essaie de comprendre. Puis en arrière, ils ont toute leur structure de pays où ce que les gens ont un bon niveau de vie puis sont en démocratie. C'est ça que j'essayais de comprendre et comment qu'on peut s'inspirer, comme au Canada, d'aller chercher là où ils sont bons. Et pour l'Israël, la raison pourquoi que je m'intéressais, c'est que dans Boisbriand, on a une communauté toche de plus de, c'est 3000 personnes, que c'est des Juifs hassidiques. Alors, j'essayais de comprendre. Je me dis, en m'impliquant, je vais essayer de comprendre leur communauté, comprendre
comment ils sont, Leur culture, leur culture, tradition. comprendre. Vous avez déposé un projet de loi privé en 2016 pour plafonner les frais de transaction par carte de crédit à l'intention des commerçants. Vous connaissez bien cette réalité. Est-ce que c'était la première fois que vous présentiez un projet? Oui, bien, le projet de loi privé, la façon que ça fonctionne au fédéral, c'est que tu as 338 députés, ils enlèvent les ministres, alors ils mettent, tu as un numéro. Et moi, j'ai été tirée dans les premiers numéros, les 30 premiers députés qui pouvaient déposer un projet de loi privé. J'ai été élue en octobre, puis il fallait déposer avant février 2016. Donc, il faut que ton idée soit mijotée. Je connaissais le dossier des cartes de crédit, des frais de carte de crédit pour les commerçants. J'avais travaillé pour l'Association canadienne des dépanneurs. J'ai été commerçante de supermarché. Ça a toujours été un dossier chaud. Si on retourne 25 ans en arrière, les cartes de crédit n'étaient pas acceptées dans l'alimentation. C'est un frais qui n'existait pas dans les états financiers. Et les cartes de crédit, c'est quelque chose qui est utile. Les gens cumulent des points, mais le consommateur ne se rend pas compte que plus que de points qui est cumulé, plus qui coûte cher aux commerçants. Une carte de crédit, que ce soit la Visa ou la Mastercard, a pu coûter 0 de frais de transaction à 3,5 de frais de transaction. Mais le consommateur ne le sait pas, mais le commerçant ne veut pas refuser la carte à gros points. Est obligé d'accepter la Visa et la Mastercard, malgré qu'il y a énormément de variétés sur ces cartes de crédit-là. Et la pandémie n'a rien fait pour diminuer ça. Les gens ont été encouragés à utiliser soit les cartes débit ou les cartes de crédit pour éviter les contacts, ce que je comprends. Mais le projet de loi, c'était justement pour essayer d'encadrer ces frais de carte-là. Arrive ensuite l'élection de 2019 et vous dites avoir été surprise des résultats puisque vous avez été défaite. À quoi vous attribuez la défaite? À ce moment-là, je me souviens qu'il y a eu... C'était encore un enjeu qui touchait les femmes et qui n'avait pas nécessairement été clair. Le français, mais je ne l'ai pas vu venir parce que malgré tout, ça allait bien, mais les gens souvent se décident à la dernière minute qu'ils vont voter. Puis là, il y a eu une tendance à que le Bloc a remonté dans les Basses-Laurentides et j'ai été défaite. J'étais encore déçue. Oui. Quelle a été la suite pour vous après? Bon, je perds les élections. Je me souviens, j'ai passé au moins une journée à ne pas bouger sur mon divan. OK? Il faut que tu absorbes il faut que ça te rentre dans le corps bien comme il faut, là. Mais là, après, tu dis, je ne resterai pas de même évidemment éternam. Il y a toujours certaines activités. Ce qui est difficile, c'est de fermer ton bureau. Autant celui d'Ottawa, autant celui de circonscription, c'est que tu remercies tes gens qui travaillaient avec toi dans ton équipe. Ça leur fait mal, ça te fait mal, il faut que tu vides tes dossiers, il faut que... Bon, c'est un passage obligé. Si tu ne veux pas gagner, si tu ne veux pas perdre, il ne faut pas que tu t'impliques. Oui, OK, ça vient avec. Bon, tu fais tout ça. J'ai continué à aller... j'avais des choses à régler quand même à Ottawa, les bureaux et tout ça. Et je me souviens, j'étais à Ottawa, puis je fais juste dire, ben là, j'étais à Ottawa s'il y en a qui veulent me voir. Puis c'est à ce moment-là que Justin Trudeau puis Cathy Telford, sa directrice de cabinet, ont dit, Linda, si tu es à Ottawa, viens nous voir. Et c'est là qu'on m'a offert de continuer comme agente de liaison, qui est un peu une continuité comme de whip adjointe pour m'occuper de l'équipe. Avec ce que je connaissais des gens, j'avais été leur collègue. Fait que j'ai continué à travailler. J'ai commencé en janvier 2020 pour ce travail-là. Et ça consiste en quoi exactement? Agente de liaison, c'est un peu une extension de whip adjoint. Tu t'occupes de ton équipe, tu t'assures encore que tout le monde ils vont bien. Ça arrive que quelqu'un a un épisode dans sa vie qui est plus difficile. Il faut le savoir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est inconfortable avec son travail, dans son équipe ou dans sa vie personnelle? Est-ce que le premier ministre peut aider? Est-ce qu'il faut qu'il soit au courant aussi? Est-ce qu'il pourrait intervenir ou quelqu'un de l'équipe peut intervenir? C'est s'assurer que l'équipe soit le plus collée ensemble. Si j'ai bien compris, vous allez peut-être retourner en politique. Je dis pas non, je dis pas oui. Le temps avance dans le sens que être en politique, c'est un bon sacrifice de temps. Jusqu'où... Je dis pas non, mais je dis pas oui. OK? Je suis comme... J'ai donné vraiment beaucoup, là. Puis en 2019, après avoir perdu, j'étais allée une semaine en Floride et là, j'ai rencontré mon conjoint. Et ça a été quand même une belle surprise dans ma vie.
Quel conseil donneriez-vous à une jeune femme qui veut se lancer en politique aujourd'hui? Je dirais, regarde comme il faut, implique-toi en politique. Tu vas apprendre beaucoup en t'impliquant comme bénévole. Implique-toi, respecte tes convictions et tes idées. Alors, choisis le groupe politique qui va aller avec tes idées, puis tu vas aider. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas avoir une opportunité de te présenter. Regarde comme il faut, parce que quand tu embarques, c'est vraiment un feu roulant. Mais c'est bon d'aider, puis tu vas apprendre. Commence comme bénévole, respecte tes idées, parce que tu ne peux pas aller à l'encontre de foncièrement ce que tu penses. Il faut que ça aille avec tes valeurs. Linda Lapointe, merci pour ces entretiens. Merci, ça me fait vraiment plaisir. Qu'avez-vous ressenti en entrant dans le Salon Bleu? Des souvenirs, des beaux souvenirs et la beauté de l'endroit, comment c'est grandiose. Le tableau là-bas, la présidence, les boiseries, la beauté de l'endroit et c'est solennel. Est-ce qu'il y a un souvenir précis qui vous revient en tête? C'est certain que la première fois que je me suis levée pour remercier mes gens, mes citoyens, mes bénévoles, ma famille, je me suis levée et puis là, j'étais assise à peu près là. Et là, je me lève, puis là, les genoux commencent à me claquer ensemble. Là. Puis là, je sens que c'est plus difficile de parler. Fait que là, je fais juste regarder, puis c'est Fatima Huda-Pépin qui est assise à la présidence. Et là, elle m'a juste regardé comme « c'est correct, ça va être correct ». Puis là, bien, ça m'a comme redonné un souffle, puis j'étais capable de continuer. Puis c'est revenu. Puis là, j'ai retrouvé mon entrain et ma ferveur. Merci.